Les Nations Unies au Congo au cœur d'une récente controverse. À quelques semaines seulement de la fin de son mandat, la prorogation du mandat de la MONUSCO refait surface. Faut-il le proroger ou le redéfinir? Élément de réponse dans ce journal. L'Assemblée nationale renoue avec sa tradition de contrôle parlementaire. Ce mercredi, les ministres de la Défense et de l'Intérieur sont interpellés pour s'expliquer sur la situation qui prévaut actuellement à l'est de la République démocratique du Congo. Et puis, deux grandes décisions à la Cour pénale internationale. L'ancien président du Libéria, Charles Taylor, a été condamné à 50 ans de prison par le tribunal spécial pour la Sierra Leone. Mais le dirigeant de rebelles hutu-rwandais, Calixte Mbarushimana, lui, ne sera pas jugé. Nouvelle édition du journal, bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 pour cette nouvelle édition du journal. L'actualité, d'abord le rôle de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Après une journée entièrement dédiée à leur mission dans le monde, les casques bleus en poste en RDC sont continuellement au cœur d'une controverse sans précédent. Alors que cette mission tend à sa fin, la prorogation du mandat de la MONUSCO continue à diviser. Faut-il proroger le mandat de la MONUSCO ou faut-il le redéfinir? Élément de réponse dans cet élément. Pour dire qu'il faut prolonger le mandat de la MONUSCO, je ne suis pas d'accord. La MONUSCO doit s'arrêter là, la MONUSCO doit partir. Je pense que notre armée et notre police vont assumer la sécurité des biens et des personnes. La MONUSCO est avec nous, suivant les accords. S'il y a un problème avec la MONUSCO et la RDC, ça s'arrange. Mais ce n'est pas brusquement qu'on peut s'improviser et chasser la MONUSCO. Non. Nous ne devons pas ignorer, tout en faisant la mission de la sécurisation du Congo, tout en faisant la mission de facilitation au Congo, la MONUC est avant tout l'intérêt des Nations Unies. C'est bientôt plus de 10 ans. Opère en République démocratique du Congo, mais la situation n'a pas changé. Mais je sais que pour l'Ituri, il a suffi l'opération Artemis pour sécuriser l'Ituri. Et jusqu'à ce jour, malgré quelques soubresauts, mais l'Ituri est devenu stable grâce à l'opération Artemis. Aujourd'hui, je pense que la MONUSCO, dans sa mission actuelle en République démocratique du Congo, ne peut plus rien nous apporter. À la Cour pénale internationale, de grandes décisions sont tombées ce mercredi. D'abord, le verdict dans le procès de Charles Taylor, l'ancien président du Libéria, a été condamné à 50 ans de prison par le tribunal spécial pour la Sierra Leone. Il avait été reconnu coupable le 26 avril dernier de crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Et puis la CPI a décidé de ne pas juger le dirigeant de rebelles hutu-rwandais, Calixte Mbarushimana, soupçonné de crimes contre l'humanité et crimes de guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. À l'Assemblée nationale, on renoue avec sa tradition de contrôle parlementaire. Ce mercredi, deux ministres, celui de la Défense nationale et son collègue de l'Intérieur, sont interpellés par les députés sur la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. À travers une question orale avec débat soulevée par ces deux députés, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale et des anciens combattants, Alexandre Louba, et le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Richard Mouyège, vont s'expliquer sur le nouvel accord signé, selon ces élus, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda et sur l'insécurité déplorée à Fizi, dans le sud Kivu. Une interpellation qui coïncide avec la publication par BBC d'un rapport confidentiel de l'ONU accusant le Rwanda de recruter d'armer ses citoyens pour renforcer les mutins de M23. Selon ce rapport, les Nations Unies disent avoir conduit des entretiens avec 11 combattants qui ont abandonné leur position dans les forêts montagneuses de la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le rapport décrit ces déserteurs comme des citoyens rwandais recrutés au Rwanda sous prétexte de rejoindre l'armée nationale, y compris un mineur. La MONUSCO est accusée pour non-protection de la population, conformément à sa charte, surtout d'être venue faire le tourisme en République démocratique du Congo, selon le député national Zachary Bababassoué. D'après plusieurs observateurs, la MONUSCO voudrait, à travers ce rapport, montrer qu'elle est toujours importante pour la stabilisation et la sécurisation de l'Est du Congo.
Toujours à l'Assemblée nationale, on a évoqué hier l'harmonisation des calendriers des matières à traiter durant la session au Parlement. La question a été abordée par les présidents de deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Les deux partis se sont mis d'accord sur quelques points de divergence. Mon cher collègue, ça va? Il fallait harmoniser ce calendrier avec celui du Sénat. Il y a énormément des éléments qui se sont recoupés et aussi, étant donné que le calendrier est ouvert, la plénière pourra de temps en temps inscrire d'autres points au parcours de la session. Une lettre écrite par le Premier ministre pour demander, pour réitérer certaines lois qui devraient être traitées de manière à ce que l'Assemblée nationale et le Sénat accordent la loi de l'habilitation et les autres processus pourraient être finalisés par la suite. Et là aussi, ils sont tombés d'accord et ils ont réservé la primeur au Premier ministre. Sinon, leur point de vue a été harmonisé à ce sujet. Économie et fiscalité, il y a des entreprises qui manipulent le chiffre pour échapper à la taxe sur la valeur ajoutée perçue par la Direction générale des impôts. Ceci est désormais connu de l'administration fiscale. Le directeur général de cette régie financière hausse le ton et dénonce cette manœuvre financière. On l'écoute. Il y a certains opérateurs économiques, au nombre desquels les sociétés du groupe Mino Congo et la société Marsavco, se plaindraient des tracasseries dont elles seraient l'objet de la part des services de la Direction générale des impôts, allant jusqu'à évoquer la détérioration du climat des affaires dans notre pays. C'est à la suite d'une dénonciation pour fraude fiscale que la Direction générale des impôts a eu à initier à l'encontre de ces entreprises des missions de contre-vérification fiscale, lesquelles ont attesté la véracité des faits dénoncés. Des impositions ont été mises à leur charge à la suite d'une procédure contradictoire, conformément à la loi, et tous les moyens de défense par eux présentés ont été pris en compte. Il apparaît donc, au regard de la loi, que les services des impôts sont bel et bien fondés d'engager des poursuites à recouvrement forcé à leur encontre dans le souci de rétablir l'état dans ses droits. L'administration fiscale n'admettra pas que ceux des entreprises qui sont établis dans la fraude puissent trouver prétexte sur le climat des affaires et les tracasseries de l'administration pour distraire l'opinion dans le but inavoué de se soustraire de leurs obligations envers le trésor public. Avant de rejoindre notre correspondant au Nord Kivu, un lot important d'aide humanitaire du gouvernement congolais vient d'être déployé dans les camps de réfugiés qui ont fui les combats. C'est le ministre des Affaires sociales, Charles Naouej, qui l'a remis à cette population qui d'ailleurs regagne les territoires où la sécurité est déjà rétablie. C'est le premier lot des vivres apportés à ces déplacés du camp de Mugunga, situé à 17 km de la ville de Goma. Une intervention humanitaire qui doit s'étendre dans d'autres camps de réfugiés avec l'implication des organisations humanitaires internationales, d'où cette concertation avec le ministre des Affaires sociales pour localiser tous les sites où sont regroupés les réfugiés congolais. Je suis venu surtout apporter un message de réconfort et un message surtout du chef de l'État qui voudrait montrer à notre population qu'il n'abandonne pas, il n'abandonnera jamais nos populations. Et l'objectif principal, comme vous le savez, du gouvernement n'est pas d'avoir des populations dans des camps. L'objectif, c'est que nous sommes en train de rétablir la sécurité sur le milieu d'origine de nos compatriotes pour que, progressivement, que chacun d'entre eux retourne dans leur milieu d'origine pour qu'ils continuent à s'occuper de leur travail quotidien. Regagner leur territoire et localité, c'est peut-être aussi pour bientôt, car selon le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, la paix est déjà rétablie dans certaines zones. Je dois rassurer la population de partout ailleurs que la sécurité est en train d'être rétablie, particulièrement dans les Massissi, où il n'y a plus un seul coup de balle dans la partie où les populations ont quitté, particulièrement à Karuba, à Ngungu, à Mushake, à Kingi, à Kabati, à Kilolirwe. Je crois que les populations peuvent déjà commencer à rentrer. La paix, c'est le seul mot que cette population veut entendre et à l'allure où vont les choses. L'espoir
est permis. Toujours au Nord Kivu, les camps de réfugiés des Camira au Rwanda se vident de plus en plus de ses occupants. Pour la journée d'hier, mardi, 300 réfugiés congolais qui y vivaient ont traversé la frontière, fardeau au dos, pour entrer au pays via la ville de Goma. Il s'agit de la deuxième vague des réfugiés. Écoutez les précisions de Martial Bendelo depuis Butembo. Avant de traverser la frontière congolo-rwandaise, ces retournés ont d'abord été identifiés et enregistrés à la grande barrière de la ville de Goma. Bagages en main, ces compatriotes qui vivaient dans le camp de transit d'un Camira au Rwanda voisin ont volontairement manifesté de retourner en République clémentine du Congo, car convaincus de la situation sécuritaire qui évolue positivement à Masisi, leur territoire d'origine. Ce retour volontaire est consécutif à la visite d'autorités congolaises au camp d'un Camira en début mai. Au cours de cette visite, le gouverneur de Nord Kivu avait appelé les réfugiés congolais à retourner au pays, car la situation est sous contrôle des forces armées de la République clémentine du Congo. Cet appel de Julien Paluku a d'ailleurs été soutenu dernièrement par le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et de la solidarité nationale en séjour en province Nord Kivu, Richard Nawez Mundele, lors de l'opération de distribution d'aide humanitaire aux camps déplacés des Mugunga, a indiqué que le gouvernement de la RDC n'a pas l'ambition de garder le déplacé dans des camps, plutôt de restaurer la paix et la sécurité d'urgence dans le territoire en proie des troubles en province Nord Kivu. À noter que les 300 réfugiés congolais sont retournés hier mardi, constituent la deuxième vague des retours volontaires des compatriotes qui ont fui les affrontements entre la FARDC et le rebelle du M23 en territoire des Massissi. Martial Bendelo, Butembo, Télé 50. Merci Martial pour toutes ces précisions. À présent, l'actualité à l'étranger, aux États-Unis. Après 5 mois de durs combats, Mitt Romney a maintenant, grâce aux résultats des primaires au Texas, les voix nécessaires pour obtenir en août prochain l'investiture du Parti républicain et affronter le président sortant Barack Obama en novembre 2012. Mais la tâche ne sera pas facile pour Mitt devant un Barack Obama très décidé. En obtenant la majorité des 155 délégués lors des primaires du Texas, Mitt Romney vient de franchir la barre de 1144 délégués dont il avait besoin pour défendre les couleurs républicaines en novembre face à Barack Obama. Ainsi prend fin ce qui fut pour lui un pénible parcours du combattant, même s'il a réussi à écarter progressivement tous ses rivaux. Le combat contre les plus tenaces lui a coûté beaucoup d'argent et son image a souffert de leurs attaques. Mitt Romney est désormais assuré de recevoir l'investiture de son parti pour la présidentielle de novembre et promet de remettre l'Amérique sur le chemin de la prospérité. Un mot de sport avant de nous séparer. Football d'abord. Les 22 joueurs de la République démocratique du Congo retenus pour le déplacement de Yaoundé au Cameroun pour y affronter les Lions indomptables sont déjà connus. La liste a été rendue publique hier par le sélectionneur national Claude Leroy. Ils sont 22 qui feront ce jeudi les déplacements de Yaoundé au Cameroun pour y affronter les Lions indomptables pour le go des éliminatoires du Mondial Brésil 2014. 14 locaux sont associés aux 8 professionnels, 5 viennent du tout-puissant Anglebert Mazembe. Il s'agit de Kidiaba Mouteba, Kimwaki Joël, Kasusula Kidicho, Deo Kanda et Mputu Trésor. L'SV Club lui a donné 4 joueurs, Issa Mampeko, Mampuya Leba, Mutombo Kazadi et Lema Mabidi. Diboulama et Ungenda Bobo portent en club le couleur du Daring Club Motema Pembe. Foyo, System et MK ont donné à chacun un joueur, Nzuzi Soki, Angani Kaiba, Chancel Mbemba. Côté professionnel, l'on note la présence de Thierry Bolongo d'Interclub et d'Angola, Mungungu Cédric Evian en France, Landry Moulemo des Courtrai en Belgique, Matumo Nazola Rome des Mons en Belgique également, Alain Kalutu Kadioko Dal Ali, Fwanda Kinkela d'Ajaccio en France, Yves Diba du Qatar et Albert Milambo des Beauvais en France. L'entraîneur national a également justifié l'absence dans sa sélection de joueurs comme Miyayo Kazembe, Bokese Gladys, Ilongo Ngassania par des problèmes de fraîcheur physique qui manqueraient à ses joueurs. Notons par ailleurs que quelques heures seulement après ces matchs contre le Cameroun de ce 2 juin, les Léopards regagneront la République démocratique du Congo en vue de se préparer déjà pour le deuxième match de ces éliminatoires du Mondial Brésil 2014 prévu à Kinshasa contre le Togo. Tennis à présent,